monde, je suis très heureuse de vous accueillir. Puis je vois toutes sortes de noms, là, donc tout le monde à la maison aussi, donc tout le monde en salle et tout le monde à la maison. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir à cette première conférence, donc du cycle de conférences de la chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs. Donc, c'est la première conférence 2023-2024 et ça va me permettre de vous, avant de vous présenter notre conférencier, donc de vous dire que nous avons ce trimestre, donc 3 conférences. En plus de celle de ce soir, nous en aurons 2 autres prévues le 9 novembre et le 23 novembre. Donc, le 9 novembre, c'est une conférence qui va porter sur la chaîne de blocs, les cryptoactifs et la fiscalité. Donc, ce sont 2 avocats de Montréal, du cabinet Dentons, donc Emmanuel Sala et Sharon Cook, qui vont nous entretenir de cette question. Et le 23 novembre, donc, c'est une conférence à dimension, je dirais, non juridique cette fois-là. Métavers, chaîne de blocs, intelligence artificielle. C'est Philippe Nadeau, qui est le directeur général du DigiHub de Shawinigan, qui va nous entretenir de la question. Il vient de publier un ouvrage sur la question du métavers. Donc, j'en arrive à notre conférence de ce soir. Donc, je suis très, très heureuse de vous présenter David Poidio. Donc, David est un chercheur et un étudiant au doctorat, donc à la chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs. Donc, David, il est originaire de Côte d'Ivoire, où il a effectué ses études, entre autres, de maîtrise, et il a été stagiaire, donc toujours en Côte d'Ivoire, dans un cabinet d'avocats. Il est à Québec depuis la fin 2021. Il travaille en plus sur doctorat, donc à la SAAC, la Société d'assurance automobile du Québec. Et c'est pas lui qui est responsable des problèmes qu'il y a eu à la SAAC. David a sauvé l'immeuble. C'est tout ce qu'on va dire. Ouais. Donc, je l'ai conseillé en innovation à la SAC. Donc, il travaille sur l'identité numérique et finalement les enjeux de domaine qu'on vit comme société et que vit le gouvernement du Québec. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à David, qui va nous entretenir ce soir des contrats intelligents. Donc, une révolution, et là, moi, je vais ajouter des guillemets. Donc, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une révolution contractuelle? C'est vraiment une question extrêmement intéressante. On parle, peut-être vous avez entendu parler des smart contracts, donc la traduction. David va vous parler de cette traduction smart contract par contrat intelligent. Donc, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'il y a des liens à faire avec le concept de contrat là, que l'on connaît bien en droit? Donc, David, à vous la parole. Donc, bonjour. Je suis très heureux de vous présenter cette conférence aujourd'hui sur les contrats intelligents. Je voudrais d'abord remercier la professeure Bouchard pour cette occasion et faire que les différents éléments que je présenterai seront d'une certaine utilité. Donc, je vais essentiellement 3 points aujourd'hui. Le premier étant la présentation du contrat intelligent, le deuxième de l'idée d'un contrat juridique intelligent et le troisième point, l'idée d'une complémentarité entre le contrat intelligent et le contrat fiat. Avant de présenter ces différents éléments, je vais présenter un contexte dans l'introduction. Et je vais terminer mon propos sur une conclusion qui permettra d'avoir un retour réflexif sur le thème d'innovation, donc les contrats intelligents, une révolution contractuelle. Donc, quand j'ai choisi ce thème pour préparer cette conférence-là, j'avais l'idée d'apprécier le potentiel transformatif des contrats intelligents pour le droit. En effet, l'idée de révolution renvoie à un changement qui, dans son processus ou dans son aboutissement, manifeste une certaine radicalité. Donc, quand on parle de contrat intelligent, c'est que finalement, en droit, on se retrouve avec un phénomène qui va totalement changer tout ce qu'on a comme connaissance, comme compétence en matière contractuelle. Donc, je suis en train de vous présenter l'idée de révolution dans son rapport avec les contrats intelligents et le droit. Et finalement, on arrive à ce point d'éternelle opposition technologie et technophobie. Donc, dans la communauté des chaînes de blocs, il y a ce discours-là qui veut que les chaînes de blocs soient capables de remplacer les intermédiaires de confiance. On a Bitcoin pour les banques, les notaires et les avocats. Mais plus d'une décennie après l'apparition de la première chaîne de blocs, donc Bitcoin, on a toujours des banques qui continuent de fonctionner et les notaires comme les avocats ont pignon sur eux. Et on se rend compte assez ironiquement d'ailleurs que ces intermédiaires-là sont, dorénavant, c'est eux qui utilisent la technologie pour offrir des services d'un nouveau genre. Donc, pas plus tard que fin 2022, il y a Goldman Sachs qui s'est associé à d'autres banques pour
accompagner la Banque européenne d'investissement dans un emprunt obligataire pour un montant total de 100 millions d'euros. La spécificité de cet emprunt obligataire, c'est que tout ce qui est comme procédure d'émission et de transaction après sur les fonds a été fait exclusivement avec des chaînes de blocs et avec des contrats intelligents. Donc, on se rend compte que ce qu'il y a comme prophétie au départ d'une technologie, ce n'est pas toujours ce qui se réalise. Et si on repart en arrière, je pense qu'à l'époque, peu de gens allaient prévoir un tel futur institutionnel pour les technologies comme la technologie des chaînes de blocs. Parce que souvent, malheureusement, les banquiers comme les avocats ou les juristes plus généralement sont rangés de l'autre côté du spectre comme les personnes qui sont tellement avères au risque, au nouveau danger que présente une technologie qui vont être difficiles à convaincre et ils ne vont pas en fait finalement aller vers l'innovation. Donc, pour moi, il est important de se départir de ces préconceptions-là, d'aller dans le détail de la technologie qui nous intéresse, afin d'après analyser son véritable potentiel pour le droit ou pour d'autres champs si on veut innover. Et c'est cet exercice-là qu'on va faire aujourd'hui. Et je vais commencer mon propos par vous introduire à ce que c'est qu'un contrat intelligent réellement, au-delà qui a comme retour, avant de voir les rapports qu'on pourrait avoir avec le droit. Donc, l'idée de contrat intelligent, bien qu'elle soit associée aux chaînes de blocs, elle remonte bien avant le lancement de Bitcoin en 2009. Donc, elle apparaît pour la première fois dans la littérature grâce à ce monsieur Nick Szabo dans la décennie 1990. Donc, Nick Szabo, à l'époque, il est partisan d'un courant pensé qu'on appelle le courant cypherpunk. C'est un mouvement qui réunit des informaticiens qui ont pour point commun des particulières de la liberté individuelle. Et à une certaine défiance à l'égard de l'État ou des tiers de confiance qui voient des personnes qui brident les libertés. Donc, ils vont à l'Internet et dans la cryptographie des moyens qui vont permettre de débrider les libertés individuelles et de permettre d'estimer le plus pleinement possible les libertés qu'ils ont. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir les premiers projets de monnaie numérique avec Igor Digital. Et parallèlement à ces projets de monnaie numérique-là, Nick Szabo, lui, va développer l'idée d'un contrat intelligent, smart contracts en anglais. Et nous, on traduit un peu mal d'ailleurs, ce contrat n'est pas intelligent, mais on le traduit en tant que contrat intelligent. Donc, quand il présente, il dit que c'est un dispositif qui permet d'automatiser la conclusion, la négociation et l'exécution du processus contractuel. Il va donner l'exemple de la machine distributrice qui, pour lui, constitue comme un exemple primitif de contrat intelligent. Dans les faits, quand vous vous présentez devant une machine distributrice, il n'y a personne en face de vous. Vous avez juste une machine qui vous présente un catalogue de produits. Vous allez choisir un produit dans ce catalogue-là et vous allez réaliser une condition. Donc, insérer une pièce, présenter votre PayPass. Mais dans tous les cas, la machine va apprécier ce que vous avez donné comme élément. Et si vous faites quelque chose qui correspond à la condition qui est précédemment insérée comme un mécanisme interne à la machine pourra vous donner le produit que vous avez choisi. Donc, pour lui, il est possible d'utiliser une machine pour automatiser le processus contractuel de telle sorte qu'on n'ait pas besoin de recourir à tout. Et au-delà de la machine distributrice qui est un élément matériel, il reproduit cette idée-là dans l'environnement logiciel. Donc, on va pouvoir utiliser du code informatique, des programmes informatiques pour automatiser l'exécution des contrats de sorte à ne pas avoir besoin de tiers de confiance. Donc, l'idée qu'il a présentée, elle va être un succès très limité. Ça va rester confiné à l'intérieur de ce mouvement de pensée-là. Et c'est seulement à partir de 2013, avec les publications de Vitalik Buterin, qu'on va avoir l'essor qu'on connaît aujourd'hui du concept de contrat intelligent. Buterin, c'est un informaticien canadien d'ailleurs, qui est très impliqué dans le mouvement Bitcoin, dans tout ce qu'il y a comme publication, réflexion autour de Bitcoin. Et en 2013, il va proposer d'étendre les capacités de ce réseau de paiement Bitcoin à d'autres types de transactions. Pour bien comprendre son point, il faut savoir que Bitcoin, avant de penser à la chaîne de blocs, c'est un système de paiement. Vous avez deux types de systèmes de paiement, système de paiement classique qu'on a, qui fonctionnent grâce à l'État et à des banques. Donc, vous pouvez payer aujourd'hui grâce à votre banque, grâce à l'État, grâce à tout ce qu'on a comme garantie derrière. Mais Bitcoin, c'est un système qui permet de faire des paiements. Mais au lieu de se reposer sur des intermédiaires de confiance, on va confier tout ça à une communauté décentralisée qui fonctionne grâce à la chaîne de blocs. Donc, l'idée qu'il y a derrière, c'est d'être capable de, avec la décentralisation, faire certaines transactions. Et il propose de créer donc une nouvelle chaîne de blocs différente de Bitcoin
pour pouvoir faire des transactions d'autres types que les transactions financières. Donc, les chaînes de blocs permettent de faire deux choses. D'un côté, de conserver de l'information. C'est pour ça qu'on peut avoir des fonctions comme les fonctions d'une boîte répliquée dans Bitcoin. Et de l'autre, c'est un environnement d'exécution pour du code informatique. Si on a une base de données, il faut bien pouvoir interagir avec cette base de données-là. Et dans le cas des chaînes de blocs, c'est des programmes informatiques qui permettent cette interaction-là. Et la spécificité de Bitcoin, c'est que cet environnement d'exécution-là, il accepte un langage de programmation particulier qui est vraiment peu complexe et qui ne peut que faire des transactions limitées. Donc, Buterin, il va développer l'idée dans Ethereum de construire une chaîne de blocs avec un langage de programmation beaucoup plus complexe qui permet de programmer ce qu'on va appeler des contrats intelligents. Et à ce moment-là, le contrat intelligent, c'est un programme informatique tout simplement qui permet de faire plusieurs types de transactions. On va reprendre l'analogie de la machine distributrice et on va considérer que la chaîne de blocs, c'est la machine distributrice. Dedans, on va avoir plusieurs produits. Au lieu d'avoir des sodas ou des biscuits, on va avoir toutes les informations qui sont stockées dans cette chaîne de blocs-là. Et ce qui va permettre de faire la différence, par exemple, si vous mettez une pièce de $1, de $2, il y a des mécanismes internes qui permettent de faire la différence et de savoir si vous avez rempli la condition. Ce qui va permettre de savoir que vous avez inséré la bonne condition dans la chaîne de blocs, c'est des contrats intelligents. Et il en est conscient lui-même, parce qu'il va dire dans un tweet en 2018 que pour être clair, en fait, à ce point dans sa réflexion, le contrat intelligent, il aurait pu donner un autre nom à cette technologie-là. Parce qu'en réalité, il s'agit juste d'un outil technique qui permet d'interagir avec la chaîne de blocs. Et pour s'en convaincre, là, je vais vous donner un exemple de contrat intelligent. Donc, vous voyez, c'est vraiment des lignes de code informatique. À la ligne 2, vous pouvez voir, c'est marqué adresse publique. C'est l'espace qui est censé accueillir l'adresse de la personne qui met le code sur la chaîne de blocs. À partir de la ligne 8, vous voyez fonction. Là, c'est les différents éléments de la fonction qui, à partir de la ligne 15, vont avoir un certain processus qu'on va utiliser pour interagir avec. Donc, c'est ça un contrat intelligent. Une fois qu'on se rend compte de cette réalité purement technique-là, quel intérêt pour nous, en tant que juristes, de s'intéresser au contrat intelligent? Sur ce point, la première question qu'on peut se poser, c'est de savoir en fait si le contrat intelligent il représente un contrat au sens juridique du terme. Et sur la question, il y a le professeur Reza Moradinejad qui a écrit un article remarquable et il a publié dans les cahiers du droit. Pour ceux qui sont intéressés à le lire, le titre de l'article c'est « Le contrat intelligent, nouveau vecteur de confiance dans les relations contractuelles, réalité ou rêve ». Donc, il va s'appuyer essentiellement sur deux articles du Code civil. L'article 1378 qui définit le contrat et l'article 1385 qui présente le principe du consensualisme. Donc, en droit, on n'a pas besoin d'une forme particulière pour s'engager. Peu importe le médium qu'on choisit pour exprimer notre volonté, tout ce qui compte, c'est qu'on l'exprime et que finalement, on décide de s'engager à faire une prestation pour une autre personne. Et en fonction de ces deux arguments, on peut dire qu'il n'y a rien qui interdit, en tout cas en droit québécois, que le contrat intelligent puisse constituer le support d'une relation contractuelle. Et on va voir qu'il y a des exemples dans la vie, dans la réalité, où le contrat intelligent constitue l'unique médium de transaction qu'on pourrait qualifier de juridique. Le premier exemple que je voudrais présenter, c'est celui d'Open Bazaar. Donc, Open Bazaar, c'est une place de marché. Donc, les places de marché, c'est des plateformes sur Internet qui vous permettent de rencontrer, en fait, qui permettent à des vendeurs et à des acheteurs de se rencontrer. Vous pouvez voir Amazon, vous pouvez voir eBay. Et la particularité de ces places de marché-là, c'est comme pour notre système de paiement, c'est qu'elles reposent sur des opérateurs de confiance pour instaurer un certain niveau de confiance entre les vendeurs et les acheteurs. Donc, Open Bazaar, il propose d'utiliser la technologie des chaînes de blocs pour créer une forme de confiance, mais sans recourir à un intermédiaire. Donc, si moi, je suis un vendeur de livres électroniques et que l'un d'entre vous plutôt veut l'acheter, on n'a qu'à créer un compte multi-signature sur Bitcoin. Donc, j'ai un portefeuille Bitcoin à signature unique. Pour que je transfère des fonds, il faut que moi, je signe le portefeuille. Vous avez un portefeuille Bitcoin à signature unique. Si vous voulez transférer des fonds, vous avez à signer ce portefeuille-là. Mais on peut créer des portefeuilles multi-signatures où il faut plus d'une signature pour déplacer les fonds. Donc, j'ai mon compte personnel, vous avez votre compte, et on crée un autre compte qui est différent de nos deux comptes
où il y a besoin de nécessairement 2 signatures pour que les fonds puissent être déplacés. On va créer potentiellement 3 signatures, l'une qui vous appartient, une autre qui m'appartient et une dernière qui appartient à une troisième personne qu'on décide de commun accord. Vous allez placer les fonds dans ce compte-là. Une fois que je me rends compte que vous avez placé les fonds, je vais vous envoyer le livre numérique. Si vous le recevez, vous signez une transaction. Moi, j'ajoute ma signature et à ce moment, les fonds ils sont déplacés du compte qu'on a créé à mon compte personnel. Si vous estimez qu'il y a eu un problème, que vous n'avez pas reçu le bon livre ou tout simplement que je ne vous l'ai pas envoyé, vous ne signez pas la transaction et les fonds ils vont rester dans le compte. Moi, je vais la signer, j'aurais beau vouloir la signer, mais je ne vais pas recevoir les fonds tant qu'il n'y a pas une deuxième signature. Donc, à ce moment, vu qu'il y a comme une forme de contentieux, on va demander à la troisième personne d'apprécier si le contrat a bien été exécuté et d'apporter sa signature à l'une des 2 transactions qu'on a initiées pour que les fonds puissent être déplacés. Donc, à un premier niveau, on est capable de créer de la confiance sans intermédiaire parce que si tout se passe bien, nous 2, on signe et je reçois mes fonds. Donc, il n'y a absolument pas de problème. Mais s'il y a un problème, on va recourir à un intermédiaire. Et là encore, il y a cette réinsertion de l'intermédiaire qu'au départ, on voulait extraire de la relation. Le deuxième exemple que je voudrais présenter, c'est celui d'Uniswap, mais plus généralement de la finance décentralisée. Donc, on parle de finance décentralisée pour référer à des transactions, en fait, qui sont faites sur des actifs numériques. Donc, la particularité qui fait qu'on dit décentralisé, c'est que les protocoles qu'on va utiliser pour faire ces opérations-là, donc ça peut être de la spéculation sur crypto-monnaie, ça peut être des prêts sur crypto-monnaie, tout ce que vous pouvez imaginer sur des cryptos. Ce qu'on va utiliser pour faire ça, c'est des protocoles décentralisés. Donc, peut-être vous avez déjà entendu le terme de DAO, Decentralized Autonomous Organization. C'est pour les besoins de la cause, il faut le comprendre comme une entreprise virtuelle qui, au lieu de fonctionner grâce à des mandataires sociaux, va fonctionner avec un enchevêtrement de contrats intelligents. Donc, on va utiliser ce type de protocole-là et prévoir des conditions qui sont préétablies. Si, par exemple, moi, je lance telle fonction sur Ethereum, il faudrait qu'on me prête tel montant de cryptos qui sont détenus déjà dans un compte, tout ça. Donc, on va utiliser ce type de protocole-là pour faire des opérations financières, en fait, sur des cryptos sans nécessairement passer par un tiers de confiance. Il y a une controverse juridique sur la personnalité juridique de ce type d'organisation-là. Je vais pas en parler aujourd'hui, mais au-delà de savoir s'ils ont la personnalité juridique ou pas, que finalement on la reconnaisse, ou que ce soit la personne qui a mis le code en ligne, ou que ce soit la personne qui ait le contrôle du code, si quelqu'un me prête des crypto-monnaies, c'est sûr qu'il y a quelqu'un derrière qui veut être remboursé. Et si éventuellement il y a un contentieux qui s'ensuit, il y a une situation juridique qui existe. Le contrat intelligent va manifester à ce moment-là le seul instrumentum qui détaille en fait la volonté de chacune des parties. Donc, il y a des situations juridiques qui peuvent exister où le seul instrumentum, la seule manifestation de la volonté des parties va être un contrat intelligent. Donc, dès cet instant-là, on se rend compte qu'il y a des enjeux qui peuvent venir soit au moment de la formation du contrat. Là, on sort du contrat intelligent, on parle de contrat généralement. Donc, si on utilise le contrat intelligent comme seul médium contractuel, il peut avoir des enjeux au niveau de la formation du contrat et il peut en avoir au niveau de l'exécution du contrat. Je vais en présenter quelques-uns. Je ne vais pas être exhaustif parce que, dépendamment de la situation juridique, si on est dans un contrat de consommation, si on est dans un contrat bancaire, il peut y avoir des règles en plus qui s'appliquent. Mais je vais quand même essayer de brosser un portrait assez large autant que je peux. Au niveau de la formation du contrat, le premier problème ou le premier enjeu que je veux aborder, c'est celui de l'écrit électronique. L'argumentaire que j'ai déployé tout à l'heure pour dire que le contrat intelligent pouvait constituer le support de la volonté des parties, c'est qu'en droit, en principe, on n'est pas lié au moment de choisir la forme par laquelle on s'engage. Mais il y a des matières légales où il est obligé d'avoir un écrit pour que la convention puisse être valablement formée. C'est le cas, par exemple, de l'arbitrage. L'article 2640 du Code civil dit qu'on a besoin d'un écrit qui constate la volonté des parties ou au moins d'échanges, de traces écrites en fait, qui montrent que les parties ont voulu s'engager dans un arbitrage. Et il y a l'arrêt Zodiac International Production contre Polish People Republic qui dit en plus que la clause arbitrale doit explicitement mentionner le caractère obligatoire et final. Donc,
Cette présentation montre qu'il y a comme deux niveaux à analyser quand on s'intéresse à la capacité du contrat intelligent à constituer un écrit électronique. Le premier niveau, c'est de savoir si en droit québécois, on peut considérer qu'un contrat intelligent, c'est un écrit électronique. Le deuxième niveau, il a un rapport avec la capacité du langage informatique à traduire les subtilités du langage juridique. Et par rapport au premier niveau de réflexion, on se rend compte que la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information crée un cadre où il faudrait y avoir une équivalence fonctionnelle et la valeur juridique des documents technologiques est comme assurée. Et l'article 3 de cette loi définit le document technologique comme un document constitué d'informations portées par un support. L'information y est délimitée et structurée de façon tangible ou logique selon le support qui la porte. Et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles. Donc, à partir de cet article-là, moi, je déduis qu'il est possible, il n'y a rien qui interdit en tout cas que le contrat intelligent puisse avoir une valeur d'écrit. On n'a pas encore eu d'arrêt ou de jurisprudence en la matière. Le texte, il est là, chacun l'interprète. Et de mon interprétation, il n'y a rien qui interdit que le contrat intelligent puisse constituer un écrit. Donc, c'est possible qu'on utilise le contrat intelligent pour constituer un écrit. Une fois que cela est dit, il y a un deuxième problème. Donc, certaines fois, il y a des clauses obligatoires comme dans le cadre de la convention d'arbitrage. Est-ce qu'on est sûr que le langage informatique, qui est un langage formel, est capable de traduire ces subtilités-là du langage juridique? J'ai fait de petites recherches. Je sais qu'il est possible de traduire une logique avec du code, mais on ne peut pas reproduire textuellement une clause ou des mentions légales obligatoires, en fait, avec un contrat intelligent. Donc, dans les matières comme le droit de la consommation, il y a certaines informations qui doivent être données nécessairement au consommateur avant qu'il s'engage. Ça pourrait être difficile de recourir à un contrat intelligent. Le deuxième niveau que je voudrais aborder, le deuxième enjeu, c'est celui de la liberté et de la clarté du consentement. Donc, un consentement est libre et clair quand on s'engage sans pression et quand on s'engage en toute connaissance de cause. Donc, pour les matières électroniques classiques, en dehors même du contrat intelligent, on passe tous les jours des transactions avec nos téléphones, on achète sur Internet, on installe des applications. Il y a souvent des conditions générales qui s'affichent sur nos écrans. Pour la plupart, moi, le premier, on ne les lit jamais. Il y a cette paresse-là qui veut que devant nos écrans, on a la paresse de lire des longs textes. Et imaginez qu'en plus de ce premier niveau de difficulté-là, on ajoute une autre difficulté qui est due à la différence de langage. Parce que les contrats intelligents, je vous ai montré un exemple tout à l'heure, ce n'est pas écrit comme une phrase, c'est écrit avec une logique informatique, il y a des mots, il y a des chiffres, ça peut être difficile, ça peut être peu intéressant à lire. Donc, ça pourrait être difficile si les contrats intelligents venaient à se généraliser, d'assurer un consentement libre et éclairé à toute personne. On a souvent cette image du bon père de famille en droit, donc de la personne lambda. Je peine à croire qu'il y aura un moment où tout le monde pourra comprendre le code informatique. Et tant qu'on n'y est pas, ça serait difficile d'assurer le consentement de la majorité face à des contrats intelligents. Le dernier problème que je voudrais voir, c'est celui de l'identification des parties. Je veux commencer cette partie par un exemple. Donc, imaginez que vous voulez acheter un téléphone sur Marketplace. Donc, vous discutez avec quelqu'un, vous tombez d'accord, vous donnez rendez-vous à la cafétéria ici pour récupérer le téléphone. Vous prenez le téléphone, vous le manipulez pendant 30 minutes, il ne chauffe pas, tout semble être correct, il n'y a pas de problème. Vous donnez $500 en cash à la personne et vous vous séparez, vous repartez en cours, tout se passe. Une fois que vous rentrez chez vous le soir, le téléphone il est déchargé, vous tentez de le brancher et vous voyez qu'il n'y a aucune réaction. En fait, le circuit de charge du téléphone il ne fonctionne pas correctement. Vous tentez de rentrer en contact avec la personne qui vous a vendu, plus aucune trace, la personne a supprimé son compte Facebook, vous n'avez vraiment aucun moyen de le retrouver. Dans cette situation en droit, il pourrait exister des remèdes. Vous avez un contrat de vente, on a vicié votre consentement parce qu'on ne vous a pas donné toutes les informations, vous ne saviez pas que la charge ne fonctionnait pas. En principe, on peut annuler le contrat et le juge va ordonner qu'on vous redonne les fonds que vous avez payés. Ça, c'est ce qu'on pourrait faire en droit. Mais à la réalité, vous n'avez aucun moyen d'identifier la personne avec qui vous avez fait affaire. Les remèdes du droit, ils ont beau être beaux,
ils n'auront aucune efficacité dans cette situation-là. Et on n'est pas loin d'une telle situation quand on utilise un contrat intelligent de façon native. Parce que sur les chaînes de blocs, les parties sont identifiées par des adresses cryptographiques. C'est des suites de chiffres et de lettres. Donc, à part cette information-là, si vous utilisez un contrat intelligent sans connaître la personne dans la vraie vie, vous n'avez aucune autre information sur elle. Et vous ne pouvez vraiment pas utiliser les remèdes juridiques qui peuvent exister. Donc, on va vous faire des lois, on va vous prévoir des solutions juridiques, mais ils ne pourront pas être applicables si on est incapable d'identifier la personne en face. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est intéressant de travailler sur l'identité numérique au passage. Donc, je vais passer maintenant aux problèmes qui sont liés à l'exécution et à l'interprétation du contrat. Donc, si vous avez réussi à identifier la personne, que vous allez devant le juge, il peut avoir des problèmes au niveau de l'interprétation du contrat intelligent. Un premier problème se situe au niveau de l'intelligibilité du langage informatique au juge. Le juge, il est formé en droit. Comment s'assurer qu'il puisse comprendre un contrat intelligent? La situation dans laquelle il se trouve n'est pas si différente de celle dans laquelle un juge se trouve quand il est en présence d'un contrat rédigé en langue étrangère. Imaginez un juge québécois qui est en face d'un contrat rédigé en chinois. Ça peut être difficile de le comprendre. Donc, il va certainement recourir à des experts qui vont pouvoir traduire le langage qui est étranger au juge dans un langage qui lui est accessible. Mais là, il y a un petit problème au niveau du langage informatique. C'est pas un langage naturel comme le chinois ou comme le français ou comme toute autre langue parlée, en fait. C'est un langage qui est formel et qui admet, on essaie juste de transcrire la logique des phrases normales dans la logique informatique. Donc, le passage d'un niveau à un autre, on peut perdre certains détails dans le processus contractuel et le juge, au moment de déterminer ce qui constitue le substrat contractuel, peut avoir quelques difficultés. Le deuxième niveau, c'est quand les contrats intelligents coexistent avec d'autres types de documents. En 2016, il y a eu une situation où deux personnes, les frères Yinch, Christopher et Simon, ont décidé de mettre sur pied un projet de financement participatif. La spécificité de ce projet de financement participatif-là, c'est qu'ils ont décidé de mettre en place une DAO, donc une entreprise virtuelle, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui allait, grâce à des contrats intelligents, récolter les fonds et pouvoir les dispenser à des projets qui sont choisis, toujours avec ces mêmes contrats intelligents. Il y a eu plusieurs documents publicitaires qui ont été publiés sur Twitter, par exemple, X7 ans, et qui disaient que tout ce qu'il y avait comme information qui était donnée, ça avait uniquement un rôle informatif. Le seul document qui pouvait avoir une valeur éventuellement juridique, c'est le contrat intelligent, donc le code du contrat intelligent qui permettait les interactions avec l'entreprise virtuelle. Au départ, ils ont connu un grand succès. Ils ont réussi à les vendre en équivalent en monnaie américaine autour de 150 millions de dollars. Quelques semaines après, il y a un pirate informatique qui a exploité une des vulnérabilités du code et qui a été capable de siphonner, je crois, jusqu'à 50 millions de dollars. Et il a mis de côté, il a dit, si vous faites une quelconque action technique pour me priver de ces fonds, je serai en droit d'aller devant les tribunaux pour intenter une procédure contre vous, parce que ce que je fais est légitime et conforme à la lettre du contrat intelligent. Finalement, la communauté technique Ethereum a utilisé une solution qui a permis de renverser les fonds comme ça. Ça jette un peu un discrédit sur l'immuabilité plutôt des chaînes de blocs, mais on pourra en parler plus tard. Donc, ils ont utilisé une solution technique qui a permis de rembourser les différentes personnes qui avaient investi dans ce projet-là. Mais imaginez juste un instant que la personne qui avait détourné ces fonds-là allait devant un juge. Dans quelle situation le juge allait se retrouver? Il allait avoir en face de lui un contrat, parce que c'est un contrat et un accord de volonté, ils se sont tous mis d'accord pour faire ce projet-là, qui dit d'un côté, nous tous, nous nous sommes mis d'accord pour que seul ce qui est écrit là ait une force de loi. Et de l'autre, il y a une situation qui est manifestement préjudiciable à une grande partie des investisseurs, parce qu'on parle de 50 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce que le juge allait faire? Quel type de décision il allait prendre? Il allait respecter le principe de l'autonomie de la volonté et respecter cette volonté des parties qui leur est préjudiciable? Ou est-ce qu'il allait être un juge qui dépasse le droit, en fait, qui dépasse ses prérogatives et essayer d'appliquer certains principes, comme on dit, du solidarisme contractuel et vouloir qu'on puisse rétribuer les fonds à ces parties-là. Donc, il y a ce type de situation assez complexe qui peut se présenter quand le contrat intelligent est utilisé comme un médium d'expression de la volonté des parties. Directement en lien avec ça, mais dans une situation où ce n'est pas des parties qui sont directement impliquées dans le contrat, mais des tiers,
Il y a ce problème de responsabilité quand le contrat intelligent il est construit par d'autres personnes que ceux qui l'utilisent. Dans la vie quotidienne, il est courant que des personnes, en fait, aient recours à des professionnels comme les avocats ou les notaires pour les accompagner dans la rédaction, dans la formation de leurs conventions. Bon, imaginez que des gens recourent comme ça, au lieu de notaires ou d'avocats, à des informaticiens pour rédiger leurs contrats intelligents. L'activité des notaires comme des avocats est encadrée, en fait, par des codes de déontologie. Il n'en existe pas pour les informaticiens à première vue. Par quel type d'obligation sera tenue la personne qu'on va engager ou recruter pour faire un contrat intelligent? Est-ce qu'il y a une obligation de résultat? Est-ce qu'il y a une obligation de moyens? Auquel cas, par quel type de standard on peut apprécier cette obligation de moyenne? Donc, il y a ces questions qui se posent et il peut être intéressant de les anticiper, de ne pas attendre qu'on arrive devant le juge pour après aller chercher une solution qui va être dans les lois ou dans la jurisprudence. Le dernier enjeu que je voudrais présenter, c'est celui de l'exécution forcée sur les chaînes de blocs. Et je pense que ça, c'est l'un des enjeux les plus importants. Imaginez que vous avez réussi à identifier la personne avec qui vous faites affaire, que le juge a réussi à interpréter le contrat et à situer les responsabilités, et que la personne en face de vous a pour seul patrimoine des crypto-monnaies. Et vous voulez l'obliger, utiliser la force pour l'obliger à vous transférer les fonds qu'il vous doit. Il y a deux situations qui se présentent. La première, c'est celle dans laquelle on se trouve quand la personne possède directement ces crypto-monnaies-là sur la chaîne de blocs avec un portefeuille. Et la deuxième, c'est celle dans laquelle on passe par un intermédiaire comme Binance ou FTX qui a fait faillite récemment pour posséder ces fonds-là, en fait. Donc, c'est pas nous qui allons posséder les fonds. Nous, on va avoir des droits sur l'intermédiaire qui, lui, va posséder les fonds sur la chaîne de blocs. Donc, si elle est dans la première situation où on a directement notre portefeuille à notre responsabilité et qu'on interagit directement avec la chaîne de blocs, bah, il est matériellement impossible de nous obliger à faire quelque chose. On doit signer une transaction et cette transaction, elle va être acceptée par un consensus qui est décentralisé. Donc, ceux qui sont acteurs de ce consensus-là, c'est des personnes qui sont ici, en Chine, en France, partout dans le monde. Donc, il n'y a aucun moyen qu'on utilise la force publique québécoise pour contraindre chacune des personnes à faire une action. On est dans une situation sensiblement différente quand il y a un intermédiaire qui est mêlé à l'affaire, en fait. Que là, on peut faire directement pression sur l'intermédiaire pour que les fonds soient déboursés. Et on peut espérer qu'il y ait plus de conformité de la part des intermédiaires, parce que ces derniers temps, il y a un gros mouvement, il y a une grosse pression régulatoire, en fait, qui est exercée aussi bien aux États-Unis qu'en France par rapport à tous les acteurs centralisés de la crypto. On a vraiment une culture de la compliance, comme on dit, qui se développe de plus en plus. Bon, je voudrais arrêter sur ce point plutôt, et passer maintenant à l'idée d'une complémentarité entre le contrat intelligent et le contrat fiat. Tout ce que j'ai présenté avant, c'était des exemples, c'était des situations où le contrat intelligent constituait l'unique médium pour les transactions. Mais il peut y avoir des situations où on a un contrat intelligent, mais où ce contrat intelligent est complété par ce qu'on appelle un contrat fiat. Le contrat fiat, c'est un contrat juridique classique, un contrat juridique écrit simplement. Et quand on se retrouve dans cette situation-là, on va vite se rendre compte que le contrat intelligent, on retrouve là sa véritable nature. C'est un outil technique qui permet d'automatiser, sinon d'améliorer les processus contractuels. Et quand on fait ce constat, on n'a qu'à regarder un peu dans la littérature, dans les procédés qu'on a actuellement, pour voir que ce n'est pas le seul processus technique qui permet d'optimiser la relation contractuelle. Il en existe plusieurs. Et au niveau de l'optimisation contractuelle par des outils informatiques, il y en a qui permettent de faciliter aussi bien la formation du contrat. Donc, ça va vous donner des exemples qui sont plutôt familiers pour la plupart d'entre nous, je pense, à part néolégal. Aujourd'hui, on utilise souvent des comparateurs sur Internet pour trouver une offre qui nous convient. Donc, pour former le contrat, pour trouver le partenaire qu'on veut, avec qui on veut faire affaire, on va utiliser des plateformes, on va utiliser des technologies de l'information. Bon, ça peut paraître assez naturel maintenant, vu que pour la plupart, on est assez jeunes, c'est notre génération, on a grandi avec. Mais si vous repartez 30 ans, 40 ans en arrière, il n'y avait pas ce type d'outils-là. Donc, soit vous passez par du bouche à oreille, des gens que vous connaissez, ou vous passez par des professionnels notamment des juristes, pour demander je veux faire telle transaction, est-ce que vous pouvez me trouver telle personne, je veux faire ça, je veux faire ça. Donc, ça paraît que la technologie nous aide maintenant à former des contrats. Il y a des exemples où la technologie nous aide à rédiger des contrats. Donc,
Avant, s'il n'y avait pas Internet, si vous voulez rédiger un contrat de vente, vous devez l'imaginer du début à la fin. Maintenant, il y a des bibliothèques qui existent. Vous avez comme des types de contrats qui préexistent, des modèles en fait, et vous n'avez qu'à télécharger un modèle et à l'adapter à votre situation particulière. Et dans cet exemple, il y a Edilex, qui est une base de données québécoise, par exemple, où vous pouvez trouver pas mal d'exemples de contrats, de modèles de contrats que vous allez utiliser en fait pour adapter à votre situation juridique particulière. Il y a des solutions qui sont beaucoup plus avancées, qui reposent sur l'intelligence artificielle. Et là, en fait, au lieu de vous donner un modèle, vous allez être en face d'un formulaire que vous allez remplir et à la fin, l'outil, en fait, comme Juro, va vous donner un contrat qui est totalement fait, en fait. C'est sûr qu'on n'a pas le même niveau de précision que quand c'est des artisans, comme les notaires ou les avocats qui sont impliqués, mais on peut avoir quand même une certaine subtilité dans ce type de contrats qui sont produits par la technologie. Et le dernier exemple que je voudrais présenter, c'est celui des outils d'aide à l'exécution et au contrôle du contrat. Donc, les économistes, ils présentent souvent l'entreprise comme un ensemble de contrats. Vous avez peut-être lu Ronald Coase et sa théorie des coûts de transaction et autres. Mais une entreprise, c'est vraiment plusieurs contrats, c'est des centaines, voire des milliers de contrats. Plus l'entreprise a grandi, plus elle a de fournisseurs, plus elle a de clients, plus elle a de relations contractuelles. Eh bien, le suivi au quotidien de ces contrats-là, il peut être difficile, il peut être délicat. Donc, on a de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle qui sont intégrés dans les systèmes d'information des entreprises qui permettent de réaliser un suivi quotidien de l'exécution des contrats, en fait, d'envoyer des rappels automatiques, de faire des commandes automatiquement. Donc, tous ces outils-là, ils existent et ils permettent d'optimiser le processus contractuel sans nécessairement être des contrats intelligents ou être en rapport avec les chaînes de blocs. Donc, il faut avoir déjà ce premier rapport du droit qui évolue grâce à des technologies avant de voir en quoi les contrats intelligents peuvent être complémentaires en fait avec d'autres types de contrats. Et je vais donner maintenant des exemples où les contrats intelligents sont utilisés en complément d'autres outils contractuels qui existent. Donc là, c'est une chaîne de blocs en fait qui a été mise sur pied par l'entreprise Digital Assets. Et cette entreprise-là, c'est elle qui a permis de... En fait, c'est une entreprise qui fait affaire plutôt avec d'autres entreprises. Et elle a une chaîne de blocs privatifs qui permet de déployer ses différents prototypes, ses différents produits. Et grâce à cette solution-là, elle a créé une plateforme de tokenisation. Donc, quand on parle de tokenisation, c'est comme donner des références numériques soit à des actifs qui existent dans le monde physique, ou à des actifs numériques. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et grâce à ça, en fait, c'est cette technologie-là qui a permis de faire la levée de fonds dont je parlais au départ. Donc, on peut avoir, c'est sûr que les bons vont être accompagnés de contrats juridiques, mais la technologie qui a permis de les créer, de les vendre, ça reste des contrats intelligents, ça reste des chaînes de blocs. Donc, on peut avoir cet attelage-là entre contrats juridiques et contrats intelligents. Un autre exemple que je trouve peut-être le plus intéressant, c'est celui de Fizi. Donc, Fizi, c'est un produit d'assurance qui a été développé, je parle au passé parce qu'ils l'ont retiré du marché, qui a été développé par l'entreprise française AXA. C'était un contrat d'assurance retard de vol. Et normalement, une fois que le vol il avait plus de 2 heures de retard, il y avait une indemnité qui devait payer. La spécificité de ce contrat-là, c'est qu'au lieu d'avoir une déclaration de sinistre conventionnel, une vérification qui va prendre tout le temps qu'on sait, il y avait un contrat intelligent qui était déployé sur la chaîne de blocs public Ethereum qui avait accès à des bases de données qui contrôlaient le trafic aérien international. Et grâce à cet accès-là, en fait, il était capable de constater un retard de vol de façon automatique et immédiate et il automatisait le paiement de l'indemnité directement aux bénéficiaires. Donc, il n'y avait plus besoin de faire une déclaration de sinistre, d'aller remplir des formulaires en ligne, tout ça se faisait automatiquement. Donc, il y avait un gros gain de temps pour l'entreprise comme pour les particuliers. Mais malheureusement, la demande n'a pas répondu à l'offre et ils ont été obligés de retirer le produit du marché. Le dernier exemple que je voudrais présenter, c'est celui de Ripple, qui est une entreprise qui se présente elle-même comme quelqu'un qui vient pour faire évoluer les pratiques dans le monde financier, mais pas pour disrupter. Il y a souvent ce langage-là dans tout ce qui est en rapport avec la technologie. On parle de disruption, donc de révolution, de modification. Mais eux, ils se présentent directement comme une entreprise qui vient pour faire évoluer. Donc, ils ont créé une chaîne de blocs
qui est d'accès public, mais dont le contrôle n'est pas public. Donc, il y a des acteurs prédéterminés qui ont le contrôle de cette chaîne de blocs-là, et c'est pas mal d'institutions en plus de l'entreprise Ripple. Et les différents accords qui lient l'entreprise Ripple à ces partenaires-là, ce qui permet de faire des transactions financières internationales, tout ça, c'est des contrats juridiques qui existent. Donc, dans bien de cas, dans les plus gros projets qui existent en ce moment, qui impliquent les contrats intelligents, ils accompagnent des contrats écrits. Donc, finalement, on se rend compte que c'est pas antinomique, au contraire, c'est fait pour coexister. Et ça m'amène à ma conclusion. J'ai présenté pas mal d'éléments sur les contrats intelligents, sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils permettent de faire et sur les rapports qu'ils peuvent avoir avec le droit, aussi bien au niveau des enjeux que des opportunités. J'espère qu'avec ces éléments-là, chacun sera capable de se faire une opinion sur la question de départ, c'est de savoir si ils amènent une révolution contractuelle. Personnellement, je retiens deux éléments qui fondent mon opinion sur cette question. Le premier élément, c'est que les contrats intelligents dans le champ contractuel peuvent couvrir une diversité de situations. Souvent, vous entendez les juristes dire le contrat intelligent, le contrat intelligent. Mais il n'y a pas de contrat intelligent, il y a plusieurs contrats intelligents qui ont des caractéristiques qui vont changer en fait d'une chaîne de blocs à une autre. Si vous êtes dans une chaîne de blocs publique, il va avoir ses propriétés d'immuabilité, de transparence, tout ça. Mais si vous êtes dans une chaîne de blocs privative, vous n'allez pas pouvoir avoir accès en fait au code du contrat intelligent. Donc, il n'est pas transparent, il n'est pas public. Il n'y a pas de propriété qui préexiste. C'est un outil informatique, on peut le modifier à guise. Donc, il faut bien avoir ça dans la tête, comprendre que c'est un programme informatique et qu'on peut le programmer comme on veut avec plusieurs langages de programmation dans plusieurs environnements. Le deuxième niveau, c'est que les situations qui sont les plus problématiques, c'est celles dans lesquelles les contrats intelligents sont utilisés comme unique médium d'expression de la volonté des parties. Donc, pour anticiper ces problèmes, une solution bien simple serait de les accompagner de contrats juridiques traditionnels, comme on a vu certaines entreprises ont pris le pari de faire. À ce moment-là, on pourra tirer plein bénéfice de tout le potentiel des contrats intelligents et anticiper sur les éventuels risques qu'ils peuvent créer. Et ça m'amène à ma conclusion pour dire que finalement, les contrats intelligents en droit, c'est plus qu'une évolution plutôt qu'une révolution. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole au professeur Bouchard pour la séance des questions. Merci. Merci, David. Vous voyez, vous avez peut-être une petite idée du futur à court, moyen, et parlons juste du court moyen. Donc, on peut imaginer qu'avec l'intelligence artificielle, si on mêle évidemment tout cela, ça va changer. Je pense que le rôle du juriste demain va se transformer. Ça, c'est évident. On pourrait peut-être prendre des questions. Je vais prendre des questions dans la salle, mais aussi à distance. Donc, à distance, si vous avez des questions, vous pouvez lever votre main et activer votre micro, là. Voilà, on va prendre vos questions. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a un commentaire ou une question ou est-ce que c'était la première fois que vous entendiez parler des contrats intelligents? Pour plusieurs personnes? Oh. Certaines personnes, oui, certaines personnes, non? Oui, monsieur. Moi, je veux savoir, en ce qui concerne les contrats intelligents, ben, je me dis que les principaux, on va dire, travailleurs qui s'occupent de faire des contrats, c'est les notaires. Est-ce que ça serait de leur fournir une formation aussi en ce qui concerne tout ce qui est code informatique pour essayer de comprendre comme que c'est que le contrat intelligent et de pouvoir l'intégrer à leur façon de travailler ou... Votre question est intéressante. C'était une de mes questions que j'avais dans mon... Vous m'avez volé ma question. Mais on peut se demander, est-ce que le juriste de demain aurait avantage à avoir des compétences informatiques? Parce qu'il a parlé des contrats fiables versus le langage informatique, la façon je ne sais pas si, David, vous voulez converser. C'est extrêmement pertinent comme question. Et il y a cette question-là qui revient souvent, en fait, dans ce que je lis. Parce qu'on présente souvent le droit, en fait, la
la pratique du droit comme un enchevêtrement de plusieurs choses. Donc, il y a les normes, soit avec quoi on joue, en fait, les normes. Il y a les institutions et il y a la culture juridique, en fait, qui fait que les juges, les avocats, tout ça, ils vont avoir une certaine personnalité, ils vont avoir une certaine façon d'approcher, en fait, la connaissance. Et on disait qu'il était essentiel de faire évoluer la culture juridique pour qu'on ait, que ce soit, en fait, plus naturel pour les juristes de jouer avec tout ce qu'on a comme innovation technologique. Parce que on parle du temps accéléré maintenant. Avant, les innovations prenaient plus de temps que maintenant. Et le temps qu'on a pour s'acclimater à ces nouvelles innovations-là, il est moins long. Il y aurait noté si un avis aussi, on peut l'entendre, ça serait très intéressant. Je trouvais intéressant la complémentarité entre les contrats intelligents et les contrats plates. Donc, en fait, j'étais en train de me demander si, à la base, on a un contrat intelligent et en cas de litige, derrière, il pourrait y avoir un contrat fiat qui viendrait départager les deux parties. C'est un peu comme ça que je vois la chose. Je sais pas trop, c'est pas une question, c'est plus une réflexion. Je vais rebondir dessus. C'est un peu différent. On voit quand on prévoit d'avance, on le fait avec un contrat. Mais quand après il y a un problème qu'on s'entend, c'est comme un compromis. Donc on devrait plus parler de compromis dans cette situation-là. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment l'essence même du contrat, au-delà des contrats intelligents, c'est d'anticiper sur les risques. Vu qu'on ne sait pas ce qui peut se produire, on s'entend sur certaines garanties qu'on se donne pour dire, bah, on va créer de la confiance parce que je suis sûr que tu vas faire ça dans le futur. Je suis sûr que je vais faire ça. Donc, on se donne de la motivation pour respecter, on disait la parole donnée, pour respecter nos engagements. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir la complémentarité. Parce que l'idée, au départ, avec les contrats intelligents, je n'en ai pas parlé, mais c'était vraiment de désintermédier. On ne devait plus avoir besoin des notaires, on ne devait plus avoir besoin des avocats. Mais on s'est rendu compte, par exemple avec le cas de la DER en 2016, que c'est du code informatique. Ça peut avoir des erreurs, il peut avoir des failles de sécurité. Donc, il est essentiel de prévenir ce type de failles, ce type de risques-là. Et le meilleur outil jusqu'à présent pour prévenir les risques, c'est les contrats. Moi, je vais poser une question à David. Moi, je suis d'avis que, on en avait commencé à en discuter à un moment donné, que toutes les clauses, évidemment, ne sont pas traduisibles. J'ai de bons collègues en informatique qui me disent qu'avec l'intelligence artificielle, évidemment, ça évolue et éventuellement, ce que je maintiens aujourd'hui à l'effet que le langage informatique est binaire et puis qu'est-ce que c'est finalement, comment traduire l'obligation de bonne foi, comment traduire l'obligation de personnes raisonnables. Je peux bien te dire, je vais être payé lorsque dans 3 mois, ça, c'est possible, évidemment, dans le cadre d'un contrat intelligent, de marquer ses obligations. Mais de marquer, tu devras te comporter de bonne foi ou tu devras te comporter comme une personne raisonnable, c'est extrêmement difficile. Croyez-vous qu'on va en arriver à être capable de traduire avec l'assistance de l'intelligence artificielle? On va arriver au-delà d'un langage binaire, informatique tel qu'on peut le connaître aujourd'hui. Ça, c'est un peu une colle. C'est un peu une colle, ouais. Hein? Mais il n'y a peut-être pas de réponse actuellement, mais actuellement, je pense qu'on en est là. Ouais. Moi, je pense que les contrats intelligents actuellement sont extrêmement intéressants pour, un peu comme vous l'avez présenté, pour automatiser certaines clauses. Je pense que l'exemple que je vous ai donné des délais, le paiement de prix, il y a certaines obligations là, où c'est vraiment conçu là, pour cela. Mais pour d'autres obligations, c'est extrêmement difficile et, à mon sens, peu utile. Et ça revient évidemment avec le rôle du juriste. On a beaucoup discuté avec l'avènement de ces technologies. Est-ce que le juriste va disparaître? On en a parlé. Est-ce que les professionnels, est-ce que les intermédiaires vont... moi, je ne crois pas. Comme vous l'avez dire, je suis bien mal placé ou bien placé, dépendamment comment on le voit pour plaider pour mon jardin, mais on aura toujours besoin, parce que le rôle du juriste, évidemment, va se transformer dans la mesure où vous aurez, David mentionnait tout à l'heure qu'il existe des applications aujourd'hui
qui vont former les contrats, qui vont rédiger des contrats, qui vont aider à l'exécution des contrats. Face à ces contrats-là, que vous allez faire imprimer, quand vous allez commencer à pratiquer, vous allez avoir à préparer un contrat de vente d'immeuble, vous allez appuyer sur un bouton et il va vous apparaître un contrat de vente d'immeuble. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est face à un contrat comme celui-là. Hello, Ramadan. Quel est le rôle du juriste? Comment va se transformer le rôle du Bye, juriste? Ramadan. Vous ne l'aurez pas rédigé, ce contrat. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce contrat? Vous allez le donner tel quel au client? Ça, c'est vraiment une question intéressante. Imaginez juste qu'avant qu'on ait l'imprimante, on écrivait tout à la main, il y avait des juristes qui préparaient des contrats pour les gens. Donc, ils font des contrats, ils les donnent aux parties et après, ils doivent refaire exactement le même contrat, juste avec des changements de nom pour d'autres personnes. Ben, ils allaient reprendre tout l'exercice, rédiger tout le contrat à la main. Une fois qu'on a eu les logiciels de traitement de tests, tout ça, on avait juste qu'à reproduire le même modèle et à changer les noms. Donc, on a gagné du temps et le rôle du juriste a évolué. Il n'a pas à réfléchir depuis le départ, il évolue. Donc, il faut voir que l'innovation pénètre le droit, loin des discours populaires où on voit le droit comme totalement antinomique, rebelle à l'innovation. Ce n'est pas vrai. L'innovation pénètre le droit et il faut comprendre ces innovations-là pour mieux s'imaginer son rôle de demain. Une question dans le chat. Existerait-il un article québécois ou autre qui présente une synthèse des enjeux juridiques du contrat intelligent? M. Jean-Martin Gauthier. Très bien. David? Il n'y en a pas qu'un seul. Il n'y en a pas un qui présente tous les enjeux, mais il y en a plusieurs qui donnent des idées, en fait, des différents enjeux qu'on peut avoir. Un article introductif que je pourrais conseiller sur la question, en fait, pour mieux comprendre ce que c'est qu'un contrat intelligent et ses principaux enjeux, ce serait celui du professeur Moradi Nejad que j'avais déjà cité. Je vais juste le retrouver et vous le dire. Oui, moi, j'ai le temps que vous le retrouviez, David. Donc, mon collègue Reza a écrit un premier article dans les cahiers de droit. Et ensuite, il en a écrit un autre dans l'ouvrage « Comment la chaîne de blocs va transformer le droit ». Est-ce que vous avez le titre, c'est « Le contrat intelligent, nouveau vecteur de confiance dans les relations contractuelles, réalité ou rêve ». Vous avez qu'à mettre ça sur Google, vous allez voir l'article, c'est sûr. Donc, actuellement, je dirais que pour avoir des textes québécois sur les contrats intelligents, en attendant la thèse de David, ce sont les deux articles de Reza. Oui, ce sont les deux articles. Est-ce que vous avez une question? Oui, en fait, je me posais la question, pendant les litiges pour les contrats intelligents, est-ce que ça ne serait pas mieux justement d'avoir une nouvelle interprétation qui n'est pas pareille que celle des contrats fiat, par exemple? Donc, est-ce qu'on pourrait créer des nouveaux articles réservés aux contrats intelligents? Parce que c'est quand même différent, comme elle disait, la bonne foi, ça ne peut pas être interprété de la même façon. Donc, est-ce que vous penseriez qu'il faudrait faire une nouvelle façon d'interprétation complètement différente? Personnellement, non. Parce que je pense que les principes juridiques, ils sont quand même assez vastes. Quand on prend le concept de bonne foi, il n'y a pas un exemple type de bonne foi. C'est un concept qui est mou, qui est fait pour que le juge puisse l'interpréter à sa guise, en fait. Donc, libre au juge, on a confiance dans nos juges et on pense qu'ils vont avoir les ressources nécessaires pour interpréter ce concept qu'on a et les contrats intelligents qui pourront leur être présentés pour trouver le juste milieu. C'est pour ça que je dis qu'il y a plus une évolution qu'une révolution. S'il y avait une révolution, tout ce qu'on a comme infrastructure juridique qui existe déjà, ça n'allait avoir aucune valeur. On allait juste faire table rase du passé et créer de nouvelles inventions. Je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment, mais si vous voulez aller dans le détail, il y a Benjamin Leher qui a écrit un livre en fait sur la technonormativité. Donc, il y a de plus en plus avec l'innovation, il y a ce besoin, il y a ce discours populaire qui dit il y a des vides juridiques, il faut réguler, il faut réguler. C'est pas vrai. Il n'y a peut-être pas de loi qui part dans le sens de la technologie qu'on veut promouvoir, mais il y a des lois qui existent. Et on a des juges qui sont capables de prendre des décisions qui sont éclairées pour à la fois aller dans le sens de l'innovation, du progrès et quand même protéger les intérêts importants qu'on a dans notre société, les consommateurs, les travailleurs, tout ça. Donc, je pense que ce qu'on a comme principe juridique, les principes au-delà des textes même, sont capables d'être adaptés à ces situations-là. Okay.
Je suis d'accord avec David. Le Code civil, par exemple, pour les contrats, ben, le Code civil ne doit pas être modifié. Hein, mais en France, par exemple, il y avait une professeur qui avait proposé justement d'ajouter au Code civil français des dispositions sur l'exécution des contrats intelligents, pour les contrats intelligents. Mais je reviens avec ce que David a mentionné. Je pense qu'on peut arriver à peu près au même résultat avec ce qu'on a actuellement. Donc, c'est faux de dire qu'il n'y a pas de droit actuellement pour ce droit nouveau. C'est le droit tel qu'il existe qu'il faut interpréter, puis qui est suffisamment, comment dire, extensible pour répondre. Et il faut ne pas oublier non plus la loi concernant, il l'a mentionné tout à l'heure, la loi concernant le cadre juridique des nouvelles technologies. C'est une loi qui a été adoptée au début des années 2000, justement pour faire la transition avec les nouvelles technologies. Donc, voilà. Merci, professeur. Sur la question, j'avais l'idée aussi quand j'ai lu le sujet. On n'en a pas parlé à la chaire, mais j'avais aussi pensé qu'on était en face d'une évolution, il allait conclure aussi par une évolution. Mais j'ai été heureux quand il a parlé d'une évolution plutôt que d'une révolution parce que tout part du départ. On parle de l'idée de recherche de liberté. Avec Nixabo, on cherchait la liberté. Il faut s'affranchir de l'oppression des pouvoirs publics. Il faut se contrôler soi-même, il faut éviter d'être contrôlé par d'autres personnes. Et je pense que c'est de ça qu'on est arrivé. Et lorsque je revois un peu l'évolution du monde, du marché, de l'emploi, il y a des gens qui sont retrouvés au chômage du fait de la technologie. Je prends le cas des pilotes. Avec les affaires des drones et autres, moi, je connais déjà des proches qui étaient pilotes, qui étaient bien dans le domaine, qui sont retrouvés à se reconvertir pour aller vers d'autres domaines d'activité. Parce qu'il y a des drones, il a plus sa place. Donc, je pense que c'est l'intérêt pour nous aussi de nous questionner parce que c'est un simple mouvement là, ça vient vers nous. Vous semblez dire que c'est dangereux? Est-ce que c'est ce que je comprends? Non, c'est plutôt une occasion, c'est dangereux, mais c'est une occasion pour nous en même temps d'anticiper, de nous reconvertir. Parce que avant, on disait être juriste sans pouvoir parler l'anglais. C'est ne pas être juriste parce qu'il y a beaucoup de tests là. Les recherches documentaires, souvent c'est soit en anglais, il faut forcément maîtriser l'anglais pour pouvoir se documenter. Aujourd'hui, on sera désormais illettré si on ne maîtrise plus les technologies. Parce que ça vient en ce sens-là, au sens de l'informatique. Ouais. Là encore, je pense il y a quand même des subtilités. Parce que même en informatique, il y a ce mouvement-là qui veut, pour que l'informatique soit de plus en plus accessible, ce mouvement qu'on appelle le no-code. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire qu'on n'aurait pas pu faire avant. On aurait eu besoin de coder. Mais on peut le faire maintenant sans coder et ça se présente exactement comme si quelqu'un avait codé la solution. Il y a des différences, mais c'est possible. Et les langages de programmation, maintenant, avec un peu de volonté sur YouTube, est capable d'apprendre. Maintenant, il est possible de faire des smart contracts. Ouais. Quelqu'un comme moi, qui ne connaît rien là-dedans, est capable de faire un smart contract. Donc, ça veut dire que... C'est possible. Je suis capable de faire ça. Bon, je pense que la présentation, c'est vraiment une occasion pour découvrir des choses, même aller fouiller encore sur certaines choses parce que, moi, comme je le disais, j'ai été fier de voir que c'est une évolution et même il y a une complémentarité. C'est mon avis. Bien sûr, moi j'adhère. moi j'adhère. Je suis pour l'évolution et non de la parce que c'est une évolution, on remettait en cause notre Bible. Les codes que nous avons ont toujours cette facilité-là à s'adapter à toute situation. Même si le droit est fondé sur le fait, c'est vrai que c'est sur le fait qu'on juge. Mais nos codes s'adaptent à tout. Sinon, ce ne serait plus utile de parler de droit aujourd'hui. Je vais prendre une dernière question, puis ensuite, je vais donner le mot de la fin. Avez-vous un commentaire, une question? C'est juste un commentaire sur votre dernière phrase. Vous avez dit que n'importe qui pourrait... Oui, il y a des contrats intelligents aujourd'hui. Il y a des langages de programmation de contrats intelligents. C'est ce que les informaticiens me disent. Et j'en ai essayé un. Donc, oui, ça évolue déjà rapidement. Je peux vous donner un exemple. Si vous allez sur la page d'Ethereum, la fondation Ethereum, vous avez un exemple pour coder directement Hello World avec Solidity. Vous avez juste à faire l'exemple après, ça vous permet d'aller plus en profondeur. Moi, je n'étais pas trop d'accord, même avec ton exemple, votre exemple du no-code, parce que pour moi, certes, le no-code, ça permet de démocratiser l'accès à l'informatique, mais ça reste quand même un informaticien, pour moi, quelqu'un qui code une application de A à Z avec son code et quelqu'un qui utilise du no-code,
le no-code, il sera quand même limité. Donc, même si tout le monde peut faire un contrat intelligent, il y aura quand même une différence dans la qualité du contrat. Et or, le contrat intelligent, comme vous avez parlé des risques, il faut qu'il soit fiable, il faut qu'il soit sûr. Donc, c'est là où moi, je n'étais pas trop d'accord, dans le sens où tout le monde pourra peut-être faire des contrats intelligents, mais la qualité du contrat, là, c'est là où ça va faire la différence. Il y a des risques, en fait. Je pense qu'on est d'accord. C'est comme pour les contrats qu'on fait avec Internet. C'est sûr que la précision du juriste sera toujours plus grande, mais on arrive quand même à avoir des exemples de contrats. Mais moi, je terminerai. Regardez les outils de traduction qui existent aujourd'hui dans le langage, les outils de traduction français-anglais ou peu importe la langue, là, ils s'améliorent. Il y a quelques années, on utilisait ces outils et puis c'était à peu près incompréhensible. Alors que maintenant, il existe des logiciels accessibles gratuitement qui permettent. Et moi, je pense qu'avec l'évolution des technologies, on va en arriver à une démocratisation des contrats. Mais c'est mon avis. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Vous allez me permettre surtout de m'excuser auprès des gens. Je ne sais pas s'ils m'entendent. Je l'espère. Vous m'entendrez. Ils m'entendent? Donc, excusez-nous pour les problèmes de techno qu'on a eu ce soir. Voyez-vous, ce sont des contrats intelligents, mais c'est compliqué quand même. Donc, voilà, excusez-nous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les écrire à la faculté ou me les écrire personnellement. Donc, permettez-moi de remercier encore David Quadio pour cette excellente présentation.